C'est ça le problème des assignations. Et on démarre. Bonjour. D'accord. Là-bas, c'est ça, je Oui. je vais cacher mon sac là-bas derrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est pas, c'est pour mes... J'en ai pas. D'accord. Et vous écrivez des... Voilà, et vous êtes là. Bah ouais, il paraît. C'est bon, on peut démarrer. Très bien. Bonjour. Ah oui. Bonjour, merci d'être parmi nous aussitôt le matin. Ça fait plaisir de voir autant de gens. C'est vrai qu'on va aborder un sujet qui, forcément, dans un festival du livre, nous intéresse tous, puisque c'est la lecture. Notre question, la question de cette table ronde, c'est la lecture de points, grande clause nationale. On y a pensé en partie. On y a pensé parce que de toute façon, c'est bêtement une bonne question. Mais il y a des informations assez récentes, puisque le 9 avril a été révélée une étude réalisée par Ipsos pour le Centre national du livre, dont les résultats ne sont pas, disons, très encourageants. Nous avons la chance d'avoir avec nous Régine Atchondo, qui est la présidente du Centre national du livre, et je lui demanderai de nous donner les éléments clés de cette étude dans quelques instants. Nous avons aussi parmi nous Michel Demurger. Vous êtes essayiste, spécialiste de neurologie. Vous avez écrit des livres qui ont été très remarqués. Alors je crois que c'est vous qui avez écrit La fabrique du crétin digital. Voilà. Et plus récemment, faites-les lire. Je dirais que ce message est peut-être un petit peu plus optimiste. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi à comment est-ce que les écrans et la vie contemporaine sont devenus les ennemis de la lecture, et aussi, et ça me paraît très intéressant, en quoi la lecture structure notre cerveau d'une manière où, pour faire un paradoxe, pour regarder la télé, mieux vaut avoir lu avant, on comprend plus de choses. Enfin, mais bon, c'est un paradoxe. Et je reçois aussi Clémentine Beauvais. Alors, vous êtes universitaire, vous enseignez à l'université de York, vous êtes auteur de livres pour la jeunesse, pour les enfants, et vous avez écrit très récemment ce petit essai, ce petit, alors est-ce qu'il faut dire tract, ce petit halt aux éditions de aux éditions de la Martinière, qui s'appelle Comment jouir de la lecture, qui est destiné aux ados, mais pas que. Et vous développez un point de vue un petit peu différent et vous expliquez quels sont les deux regards généraux face à la lecture et comment essayer de les dépasser. Donc je pense que voilà nos têtes d'affiche qui vont nous permettre d'avoir des échanges riches. Donc d'abord, Régine Atchondo, quels sont les points clés de cette étude commandée par le CNL à Ipsos, et qu'est-ce que ça dit de l'évolution des pratiques de la lecture, notamment et surtout chez les jeunes? Merci beaucoup, Jacques. Merci d'avoir organisé cette table ronde sur un sujet qui nous tient à cœur au Centre national du livre, et je pense très au-delà. Les chiffres clés, c'est que les chiffres se dégradent d'année en année. Nous avons organisé ces études sur les 7-19 ans. Nous la réalisons tous les 2 ans depuis 2016, et cette année en particulier, les résultats sont assez alarmants. On n'en était pas forcément totalement surpris, mais certains points quand même nous ont encore plus inquiétés que nous le sommes quotidiennement et naturellement. Alors les chiffres clés, c'est que même si 80% des jeunes déclarent lire, alors pour contextualiser cette étude qui est réalisée par Ipsos, elle est réalisée auprès de 1500
jeunes, équilibre des genres évidemment, équilibre des couches socio-professionnelles, équilibre de la géographie, c'est-à-dire métropole, ruralité, banlieue, et elle est déclarative. Donc déjà, effectivement, comme le disait Étienne Mercier d'Ipsos lors de la conférence de presse il y a 2 jours, dans le déclaratif, les chiffres sont certainement au-dessus de la pratique réelle, parce que même si les jeunes, et en tous les cas 1 sur 3 des 16-19 ans déclarent ne pas lire et ne pas avoir envie de lire, il est évident que les enfants savent qu'a priori c'est bien de lire, et ils savent qu'a priori c'est moins bien de passer 7 heures tous les jours sur un écran. Donc on peut imaginer que les déclarations sont plus favorables que le réel. Et donc ce qu'on aime faire, nous, au Centre national du livre avec Ipsos, c'est de comparer plus que de s'attacher aux chiffres annoncés. Et les comparaisons ne sont pas bonnes, puisque il n'était pas apparu, en tous les cas avec 20 points de moins en 2022, que les 16-19 ans ne voulaient pas lire et n'aimaient pas lire. Il était apparu qu'il passait 7 heures de plus sur les écrans que le temps consacré à la lecture. Aujourd'hui, c'est dans cette étude 10 heures de plus. Donc, on creuse l'écart et la diminution du temps passé sur la lecture par rapport au temps passé sur un écran. Ce temps est particulièrement cruel chez les 16-19 ans, puisque chez les garçons en particulier, ils ne consacrent que 7 minutes à la lecture par jour, contre 5h12 à l'écran. Et quand on parle d'écran, on parle écran hors lecture sur un écran. 69% des 16-19 ans disent faire autre chose pendant qu'ils lisent. Le autre chose étant répartir leur temps entre regarder des vidéos, répondre sur les réseaux sociaux et répondre à leurs mails. Donc on imagine bien que déjà que la concentration a fortement diminué chez les jeunes. Si en plus ils font autre chose en même temps, l'idée de se laisser emparer, j'allais dire envahir au sens positif du terme, par l'univers d'un auteur, a peu de chances de se matérialiser parce qu'il n'y a pas ce continuum de lecture. Dans les chiffres clés, les genres lus ont beaucoup évolué, et même si on ne veut pas au Centre national du livre être dans l'injonction de ce qu'ils doivent lire, ces fameux jeunes, force est de constater que c'est les BD et les mangas qui l'emportent. Et on sait aussi que les mangas, ce sont des livres très très courts. Donc là encore, on n'est pas du tout dans une concentration autant long sur la lecture. Près de la moitié des jeunes a déjà lu un livre numérique ou écouté un livre audio sur son smartphone. Et puis, on peut dire que malgré les valeurs fortes associées à la lecture selon les jeunes, c'est-à-dire s'évader, se détendre, s'enrichir, un jeune sur 3 préfère faire autre chose que lire pendant son temps libre. Voilà, ça c'est les chiffres, les gros chiffres qui apparaissent. Après, si on rentre dans le détail, l'étude est très fouillée, et donc on pourra le faire si vous voulez. Et donc ces chiffres ne sont pas très bons. Est-ce que c'est, comment dire, une baisse progressive et lente depuis 2016, ou est-ce que les choses se sont accélérées, peut-être suite au Covid, peut-être au contraire suite au fait qu'on ait libéré les jeunes? Alors, sur le temps très long, je laisserai M. Desmurger en parler. Puisque tout à l'heure il nous parlait des années 60 et 70. Nous, nos études sont beaucoup plus récentes, donc je ne peux pas m'inscrire dans le temps long. On va néanmoins rechercher les études parce que quelques-unes avaient été faites dans les années 80, ce qui nous permettra d'avoir l'écart d'une quarantaine d'années. Il est évident que... Alors, on se pose la question, mais on n'a pas creusé. Les 16-19 ans... de la crise d'aujourd'hui qui ont traversé la crise Covid, et on va le faire parce que c'est un angle important, et on pense qu'il y a une génération qui est particulièrement affectée et qui a traversé la crise Covid, crise pendant laquelle on avait constaté dans notre étude sur les jeunes et la lecture qu'ils avaient moins lu parce qu'ils avaient regardé beaucoup plus de séries et beaucoup plus les écrans qu'ils n'avaient lus.
et que par ailleurs la frontière qui n'existait plus entre leur foyer familial et l'école leur donnait moins envie de lire, comme si le livre était le continuum à la maison du travail de l'école qu'ils avaient été amenés à faire dans la journée. Et ensuite, vous me parliez du temps. Oui. Non, c'était pour replacer ça un petit peu dans... Et puis je pense que l'addiction aux écrans a très très bien fonctionné. Les GAFAM ont très très bien réussi l'enjeu qui était le leur, à savoir de capter l'attention des jeunes et des adultes, et que ça a très bien fonctionné, et que ça continuera de fonctionner si on ne prend pas la mesure de la gravité, et que donc ça ne fera que se dégrader, en tous les cas, si cette question du lien aux écrans n'est pas traitée de manière extrêmement profonde. Michel Desmurger, Régina Chandeau rappelait que vous aviez une vision peut-être plus dans le temps long. J'avoue qu'on a parfois tendance à être un peu optimiste dans le temps long en disant il y a de plus en plus de gens à travers la planète qui savent lire, qui savent écrire, et peut-être que c'est un écran de fumée sur les évolutions plus inquiétantes. Donc est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de qu'est-ce qui va et depuis quand ça va pas? Partout sur la planète, non. Je suis désolé, mais sur bon, il y a des études dans tous les pays occidentaux dits industrialisés, et la chute, elle a commencé sans surprise avec l'arrivée de la télévision, qui est quand même un appareil. Quand la télé est arrivée, aux États-Unis notamment, en 7 ans, elle avait colonisé près de 90% des foyers. Jamais on avait vu une vitesse de déploiement aussi rapide. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir de façon très concrète une diminution de la lecture. Et en fait, c'est un rapport de dose-effect, de dose-impact, si j'ose dire. C'est-à-dire que plus on va passer du temps sur les écrans, il y a eu la télé, puis il y a eu les jeux vidéo, puis après il y a eu les réseaux sociaux, les outils mobiles. Et on s'aperçoit depuis le milieu des années 70 qu'on a une chute très marquée du nombre de lecteurs. Et comme la compétence en lecture est très liée au temps passé à lire, on a aussi une chute assez inquiétante de la compétence de nos enfants à lire. En France, il y a les études du ministère de la Culture qui montrent que les gamins qui avaient 20 ans en 70, ils étaient 35% de gros lecteurs. Je ne sais pas quel sociopathe a inventé ce nom de gros lecteur, pardonnez-moi, mais un gros lecteur, c'est quelqu'un qui lit 20 livres par an pour faire peur à tout le monde. Il n'y a pas mieux que gros lecteur. Le gros lecteur, c'est quelqu'un qui lit 20 à 30 minutes par jour, donc c'est pas non plus extravagant. Si on prend seulement la moitié du temps que les gamins passent alors devant la télé au sens large, c'est-à-dire les vidéos, les séries Netflix et tout ça, plus les jeux vidéo, si on prend la moitié de ce temps, donc des deux activités d'écran principal des enfants, on serait à 120 livres lus par an à peu près, enfin un livre moyen de 80 à 100 000 caractères. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est la dernière étude qui est parue il y a 2 ans, on se retrouve aujourd'hui avec 11% de gros lecteurs, ce qui correspond à peu près dans les études internationales PISA, au nombre de lecteurs avancés. Si on prend des études aux États-Unis, on avait 70% plus de 60% des lycéens de terminale qui lisaient tous les jours par plaisir, sur le mot, un livre ou un magazine. On se retrouve aujourd'hui à la limite des 15%, voire un peu en dessous. Donc voilà, et plein d'études, notamment dans les pays du Nord, mais aussi ailleurs, qui montrent que il y a un mouvement inverse entre plus les écrans se sont développés, plus la lecture a diminué. Il y a une très chouette étude, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais au Canada, c'est la fameuse étude des 3 villes. Ils avaient une ville qui était encaissée, qui n'avait pas la télévision, au milieu de fin des années 70, début des années 80. Ils ont mis une antenne relais, et les chercheurs sont venus avant, et 2 mois avant et 2 ans après. Et on s'est aperçu qu'on avait un effondrement massif du temps, de la fréquentation des bibliothèques, de la lecture, de la fréquentation, mais aussi des musées, des lieux culturels, etc. Donc c'est un impact général qui touche la lecture, mais qui ne touche pas que la lecture, qui touche l'ensemble des activités qui sont associées. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la question de se poser la question de qu'est-ce que la lecture? Je veux dire par là qu'effectivement, sur les écrans aujourd'hui, certes, le temps qu'on passe sur les écrans, c'est du temps qu'on ne passe pas à lire des livres. En revanche, on passe son temps à interagir, à écrire des mots, à lire des choses. Moi, je suis de la génération qui a grandi avec Fahrenheit et avec Rollerball, où il n'y avait plus de texte du tout. Et presque par moments, je me dis, bon, c'est vrai qu'on lit moins, mais on lit différemment. Qu'est-ce que vous
pensez de ça ou comment est-ce que vous pouvez plutôt déconstruire cette vision peut-être un peu simpliste de la génération télé? Je pense que c'est un grand mythe. Alors on nous a vendu le mythe, de pouvoir faire croire qu'ils continuent à lire. Il y a deux choses. L'étude du CNL montre par exemple que les ados, ils passent 26 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire. 26 fois plus. Il y a des études très fines aux États-Unis là-dessus. En fait, ils lisent assez peu sur Internet. Avant Facebook, il fallait écrire. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger à la cantine. Maintenant, Instagram, on fait une photo. Voire TikTok, on fait une vidéo. Le temps passé à lire sur Internet, alors ça dépend de l'âge, mais en gros, pour les 7-18 ans, il varie entre 2 à 3% du temps passé sur Internet. Et en plus, ce que montrent assez bien les études, il faut se mettre d'accord, mais tous les contenus ne se valent pas. Le CNL a une approche extrêmement inclusive de ce qu'est la lecture, où on compte par exemple, alors c'est pas pour critiquer l'étude, mais on montre par exemple que sur les enfants de 7 à 12 ans, je crois, parmi le tiercé gagnant, on a les livres de coloriage. Donc je ne sais pas si barbouiller un mandala pour un gamin, c'est faire de la lecture, mais en tout cas, c'est compté comme étant de la lecture. Voilà, donc il faut voir aussi ce qu'on appelle lecture. Les études sont assez claires. Il y a eu vraiment de grosses études de contenu. Si on prend le langage, qui sont des choses assez... le développement du langage, le développement des compétences en lecture et la réussite scolaire, alors la lecture de livres a un impact extrêmement positif. Elle a aussi un impact extrêmement positif quand on fait des études de neuroimagerie sur les réseaux, la structuration des réseaux du langage, de la lecture, etc. Maintenant, si on prend le temps passé à lire sur Internet, l'effet sur les compétences en lecture, le langage et la réussite scolaire est négatif, simplement parce que les contenus sont... ils lisent très très peu de livres sur Internet. En fait, le langage des réseaux sociaux et des blogs est en général et globalement trop pauvre pour qu'on ait un développement. En tout cas, c'est ce que montrent toutes les études, y compris les études PISA, les dernières études PISA. Plus ils passent de temps à lire sur Internet, donc plus leurs compétences en lecture et plus leurs compétences langagières et leur réussite scolaire diminuent, et plus ils ont fait des études en imagerie, plus on a une sous-structuration ou un manque de structuration des réseaux neuronaux. C'est-à-dire vraiment au niveau physique, on arrive à voir l'impact que ça a sur nos réseaux neuronaux. Donc l'idée que, juste pour avoir un chiffre bête, après je me tais, mais si vous prenez entre 0 et 18 ans, le temps que les gamins vont consacrer aux 3 activités d'écran principales qui sont donc la télévision au sens large, les séries, les vidéos YouTube, Netflix, la télé, plus les jeux vidéo, plus les réseaux sociaux, on peut compter en année scolaire. Une année scolaire, c'est 850 à 900 heures. Le temps passé sur ces écrans-là, ça correspond à peu près à 27 années scolaires. Le temps passé à lire, tout compris, Internet et ailleurs, le temps passé à lire, c'est moins d'une année scolaire. Donc on n'est juste pas dans les mêmes ordres d'idées. Et l'idée qu'ils n'auraient jamais autant lu parce qu'ils lisent sur Internet, d'abord elle est fausse. Et puis ensuite, les contenus qui sont rencontrés dans ces supports-là sont des contenus trop pauvres pour avoir un impact positif. On reviendra à la nature des contenus, mais je me tourne vers vous. Ce qui m'a intéressé dans votre essai, c'est que vous prenez une approche très différente de celle de Michel Demurger et très complémentaire, puisque lui s'interroge sur l'aspect un petit peu scientifique de ce que la lecture nous fait, et vous vous interrogez sur le plaisir qu'on y trouve, et je trouve que c'est intéressant parce que justement c'est revenir à la base de pourquoi moi je lis. Sans doute que la société serait moins bonne si personne ne lisait, mais moi, pourquoi je lis? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche que vous avez eue dans la jouissance de lire? Oui, alors déjà, en effet, c'est une approche qui est complémentaire. Je ne pense pas qu'elle soit opposée. On va essayer de vous opposer, c'est un débat. On est plutôt d'accord sur le constat. Il y a quelques questions de forme sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais moi, c'est vrai que j'essaye beaucoup de parler d'esthétique, en fait. Parce que je trouve que dans ce débat sur la lecture, on parle beaucoup d'injonction, c'est-à-dire, donc, faites-les lire, c'est une injonction, et de fait, il peut y avoir une forme de culpabilisation qui peut apparaître de temps en temps. Et je trouve qu'on parle assez peu d'affect. Et en réalité... alors moi, je ne suis pas du tout d'accord, par contre, pour la question des BD et des mangas. Je suis très partisane de l'idée qu'il n'y a pas de mauvais médias ni de mauvais genre. Par contre, il y a des mauvais livres, absolument, dans chaque médium et genre, absolument. Et pour moi, un des grands défis, c'est l'exigence esthétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on lit un livre ? Et l'intérêt quand même, c'est que ça nous affecte. Alors l'affect, moi je viens de la théorie littéraire, donc il y a énormément de théorisation de l'affect, de la manière dont le lecteur, la lectrice reçoit un livre et les émotions que ce livre génère. Et je pense qu'on peut parler d'une recherche potentielle d'affect
de plus en plus sophistiqués, de plus en plus nuancés, qui viennent de procédés littéraires identifiables, procédés littéraires et visuels identifiables, qui génère chez nous des pensées, des sentiments, des sensations qui sont de plus en plus sophistiquées. Et ça vient souvent avec des lectures de plus en plus exigeantes qui requièrent une énorme attention. Et c'est pour ça que là, je rejoins complètement Régine et Michel Desmurget. C'est-à-dire que le fait que l'attention soit éparpillée par les réseaux, par le fait en effet d'avoir des sollicitations constantes, ça fait qu'on n'est pas capable, au bout d'un moment, on n'est plus capable de se plonger, il me semble, dans le genre d'expérience littéraire qui va être gratifiante sur le long terme parce qu'elle va créer des affects divers, variés, etc. Je prends un exemple pour moi qui est assez frappant, c'est la question de l'addiction. C'est-à-dire que la question de l'addiction, d'ailleurs Régine, vous avez mentionné de se laisser envahir par un livre, en fait très souvent ça devient synonyme de plaisir. On a l'impression que quand on dit « ah là là, j'ai pas pu lâcher ce livre, je me suis laissé envahir par ce livre », ça veut forcément dire que c'est un bon livre, que c'est bien et que j'y ai trouvé du plaisir. Moi, j'essaye beaucoup de m'opposer à ça, notamment dans les classes où je vais, parce que j'ai évidemment rien contre les livres qui sont addictifs, mais c'est seulement une modalité du plaisir. C'est un plaisir littéraire qu'on peut trouver à un texte, de se laisser envahir, d'être addict. C'est pas du tout tout. Il peut y avoir plein d'autres genres de plaisirs littéraires. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment développé avec les enfants, ni d'ailleurs avec les adultes, un véritable vocabulaire de ce que c'est que l'affect littéraire, de ce que c'est que l'effet qu'un livre peut avoir sur nous. Du coup, on a une vision extrêmement limitée, extrêmement pauvre du genre de plaisir qu'on peut en tirer de la lecture. On revient toujours au même. C'est addictif, on a envie de savoir la suite, etc. C'est un type de plaisir, l'addiction, qui est très très pratique pour les GAFAM et pour Netflix et pour tout un tas de choses. J'ai rien contre Netflix. Pour moi, il y a une énorme différence entre le fait d'aimer aussi les séries et d'aimer aussi le scrolling. C'est pas du tout la même chose pour moi, encore une fois, esthétiquement et affectivement. Mais voilà, donc moi, je milite beaucoup pour une diversification du vocabulaire du plaisir littéraire, le fait d'essayer de faire goûter à plusieurs plaisirs littéraires différents aux enfants et de lier ça toujours, mais ça c'est mon côté prof, à l'analyse littéraire, l'analyse théorique. C'est-à-dire que pour moi, le plaisir littéraire, c'est pas un mystère en fait. Il est créé par des procédés littéraires qui existent à l'intérieur des textes, qui sont identifiables, qui sont identifiés depuis Aristote, et on peut en parler. En fait, on a le vocabulaire pour en parler. On peut dire l'émotion que tu ressens d'ennui, de bonheur, de joie, l'érotique d'un texte, etc. C'est lié à des procédés, c'est lié à des figures de style, c'est lié à des questions de structure. Tout ça, on peut l'expliquer et je pense que la curiosité intellectuelle, chez tous les jeunes que je rencontre, l'emporte souvent quand on l'explique de manière ludique sur les injonctions scolaires qu'ils perçoivent comme frustrantes. C'est effectivement toute la question, il me semble, et je reviens vers vous, Régine Astondos, c'est que d'un côté, il y a une lecture de qualité scolaire dont on est tous d'accord pour dire l'importance, mais d'un autre côté, on voit bien que ce qui permet à la lecture de se maintenir, de se développer, et notamment dans votre étude, c'est que certains jeunes sont attirés par des livres parce qu'ils en ont entendu parler par des réseaux sociaux, d'autres sont attirés par des livres parce qu'ils ont vu la série et ils se disent qu'ils aimeraient bien lire le livre. Est-ce qu'ils le lisent complètement? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ça crée une aura autour du livre. Et donc, on a des rapports très de haine-amour avec l'écran. Est-ce que l'écran est le partenaire du livre? Est-ce que c'est son ennemi? Et votre étude semble poser la question assez clairement? Alors, pour revenir... Clémentine, sur les mandats, c'était pas du tout une critique. Je disais juste que je pensais que ça correspondait bien au temps court qui rejoint le fait que la concentration est nécessaire dans le temps long. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et il y a effectivement du mauvais et du bon dans tous les genres, on est bien d'accord. Alors, votre question porte sur les genres littéraires. Moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que le livre sort renforcé, pour prendre qu'un seul des deux exemples que j'ai cités, est-ce que le livre sort renforcé du fait d'être adapté en série, oui, par exemple, oui, ou est-ce qu'au contraire, on prend des gens qui auraient lu des belles histoires et je pense qu'on est tous partagés là-dessus, peut-être un peu moins Michel Desmurget, mais...
Alors, le livre sort totalement conforté des adaptations, hein, on le voit très très clairement. On l'a vu avec Arsène Lupin, on l'a vu avec plus récemment encore l'adaptation de Camus. Enfin, tous les chiffres sont là pour dire que même lorsque le film est raté, ça a un impact sur en tous les cas, la vente du livre. Ça, c'est un premier point. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on a lancé une étude sur les adaptations littéraires dans le domaine des séries, des fictions, des unitaires de fiction, unitaires documentaires et cinéma, parce qu'il y a effectivement un cercle vertueux certainement à encourager, même si déjà une œuvre audiovisuelle sur 5 est une adaptation, il y a certainement un cercle vertueux à encourager pour qu'il y ait cet effet positif sur le retour au livre. Mais je dirais que quand même, au fond, pour déjà regarder une série sur Netflix, comme celle d'Arsène Lupin, il faut déjà quand même avoir une forme de curiosité intellectuelle. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est... alors, on a créé cet horrible mot qui sont les gros lecteurs, mais on a un autre mot non moins sympathique qui sont les non-lecteurs. Ce qui est inquiétant, c'est le fait que les non-lecteurs augmentent très fortement. Et là, comment les attraper, si je puis dire? Alors, les attraper certainement en modifiant notre vocabulaire sur le rapport à la lecture. J'allais dire en le rendant aussi plus sensuel. Et si vous avez utilisé jouir, je suppose que ce n'est pas par hasard. Car souvent, la lecture renvoie à un plaisir solitaire et presque un peu aride. Donc certainement, le vocabulaire qui accompagne le désir de lecture ou le désir que l'on veut faire naître est important. Certainement aussi le fait qu'il y ait un cadre de lecture plaisir qui soit totalement préservé. Et beaucoup des élèves sont encouragés à lire dans le cadre de l'école, mais le vivent comme une évaluation. Et donc ça se retourne presque contre la lecture en elle-même, en soi. En même temps, on ne peut avoir que envie que l'éducation nationale continue de défendre la lecture. Donc il faut renouer avec le plaisir, rompre avec l'injonction autoritaire. Et puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est utiliser les réseaux sociaux le mieux qu'on peut pour les ouvrir à toute forme de littérature. Le problème aujourd'hui, on le voit, les youtubeurs, tiktokers, etc., qui ont un poids important sur la conviction de lecture, sont quand même sur des ouvrages très ciblés et ne cultivent pas, pour l'instant, l'ouverture d'esprit sur toutes les formes de littérature qui existent. Donc, il y a probablement, en tous les cas, à développer sur les réseaux sociaux une présence du livre qui puisse être attractive pour les jeunes. Michel Desmurger, il y a enfin, je ne sais pas un chiffre d'ailleurs. Est-ce qu'on peut juste répondre deux, trois choses sur ce qui vient d'être dit? Oui, je vous en prie, voilà. bien sûr. C'est pas une injonction, c'est un cri du cœur. Puisqu'on est autre littérature, mais surtout, il y a une idée qui est très gênante, c'est en expliquant ces choses-là aux parents et aux gens, on les culpabiliserait, on les alarmerait, etc. Toutes les études montrent que ça n'est pas le cas. Il y a énormément d'études qui ne sont pas des opinions, qui sont des études où on a expliqué aux parents, voilà, il faut parler aux enfants, il faut lire aux enfants, ça va améliorer leur développement. Et toutes ces études montrent, y compris dans les milieux très défavorisés, y compris dans des ghettos d'Afrique du Sud où les parents ne savent pas lire. On a dit à ces gens-là, il faut lire à vos gosses. On leur a donné des livres, des imagiers. Et les parents ont dit, mais on ne sait même pas lire. Et on leur a dit, c'est pas grave, lisez les images, lisez avec les gosses. Et quand vous revenez 6 mois, 1 an après, on s'aperçoit que ça a des effets considérables, non seulement sur le vocabulaire du gamin, non seulement sur ses capacités de concentration, mais aussi sur la structuration émotionnelle de la famille. Et pour le coup, les grandes campagnes d'information qui seraient... voilà, l'idée qu'on ne pourrait pas dire certaines choses aux parents parce qu'ils sont trop bêtes pour comprendre ou qu'on peut les culpabiliser, c'est un peu gênant. Et encore une fois, c'est contraire à ce que montrent toutes les études. Et une grande campagne d'information sur la lecture serait quand même, et sur son impact, serait quand même bienvenue. Ensuite, l'autre point qui me paraît critique, dans ce qu'on entend, on a l'impression que voilà, un gamin, un jour, il a envie de lire et puis il prend Les Fleurs du Mal ou il prend, je sais rien, un bel ami et puis tac, il va lire. La lecture, c'est quelque chose de très compliqué qui se construit. Personne ne dirait... Un gamin qui veut jouer du violon, si on lui met un violon dans les mains à 15 ans, il ne va pas jouir beaucoup. La lecture, c'est un peu pareil, pardonnez-moi, c'est-à-dire que la lecture, notamment, c'est un langage à part.
C'est-à-dire que j'avais une amie orthophoniste qui résumait très bien la situation et qui disait ma fille, elle est bilingue oral-écrit et il y a énormément plus de richesse langagière, de richesse lexicale, de richesse grammaticale, de richesse syntaxique. Il y a des formes comme la forme passive, il y a des temps, le passé simple, le passé antérieur, le futur antérieur, qui sont des temps spécifiques de l'écrit. Et il suffit que le gamin il ignore 2 à 3% des mots d'un texte pour ne rien comprendre au texte parce que les mots qui portent le sens sont là. Et donc la lecture, c'est d'abord une construction. C'est une construction qui passe certes par l'école, mais qui passe essentiellement par la famille. Parce que les études montrent que d'abord il faut parler à l'enfant, puis ensuite il faut lui lire des histoires, mais ça se passe beaucoup mieux quand c'est un enfant ou deux à la fois. Quand vous en avez 15, bah le processus est beaucoup moins efficace et les études montrent que l'école en termes de développement langagier, elle fait ce qu'elle peut, mais vu les contraintes de temps, elle a du mal. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas laisser croire qu'un jour un enfant il va décider qu'il a envie de lire. Un enfant qui n'a jamais lu, qui n'a pas été amené à la lecture, en qui vous mettez le plus beau des textes dans les mains, c'est un enfant qui n'arrivera pas à comprendre ce texte parce qu'il n'aura pas le langage, il n'aura pas le vocabulaire. Un exemple, c'est un exemple tout bête. Il y a eu le concours des professeurs, là, des instituteurs l'année passée. C'était une poésie de Victor Hugo et de temps il était question d'enfants chancelants. Et donc, chanceler, c'est un mot qui est très fréquent à l'écrit et qui est très rare à l'oral. À l'oral, c'est une fois tous les 2 millions de mots. À l'écrit, c'est une fois tous les 100 000 mots, donc vous allez le rencontrer. Par exemple, je relisais 24 heures la vie d'une femme, toutes les 2 pages, vous avez Chancelant, Chancelet ou quelque chose comme ça. Il est dans Les Misérables, il est partout. Chancelet et ces instituteurs, les jurys, j'ai pris tous les comptes rendus de jurys d'académie. Alors, il n'y a pas de chiffre, mais c'est la majorité, la grande majorité, le plus grand nombre de candidats ne connaissent pas Chancelant et vous expliquent que Chancelant, c'est des enfants qui chantent ou c'est des enfants qui sont chanceux. Et ça s'explique parce que si vous ne lisez pas, il y a très peu de chances que vous connaissiez ce mot. Et c'est pareil pour énormément de mots. Et donc l'idée que l'enfant il va pouvoir jouir d'un livre, je sais que c'était pas ça, vous parlez de progression, mais il faut tenir compte du fait que l'enfant ne pourra jouir d'un livre que si on l'a amené à la lecture et que si on lui a donné les clés, et notamment dans sa famille. Et la lecture, c'est vraiment un legs qu'on fait à l'enfant, c'est un héritage, c'est pas des gens qui disent moi j'ai découvert Proust à 20 ans, c'est comme si j'avais vu Dieu, je suis devenu lecteur. C'est pas la majorité des lecteurs. La majorité des lecteurs, c'est ceux qu'on a amenés au livre à travers notamment l'engagement familial. Et pour boucler la boucle, ça se fait beaucoup mieux quand on dit aux parents à quel point c'est important. Parce que si vous dites aux parents, c'est important de lire à un enfant vers 3 mois, il y a beaucoup de parents qui vont vous regarder bizarrement. Voilà, alors que les études montrent que des enfants qui ont des déficits d'entrée langagière pendant la première année gardent des déficits sur le développement langagier jusqu'à l'adolescence. Et que donc il se passe énormément de choses au niveau de la structuration cérébrale du langage, notamment au niveau grammatical dans la première année. Et quand on explique ça aux parents, on ne les culpabilise pas, on les renseigne, on les informe, mais ça leur permet de faire au mieux avec ce qu'ils ont. Voilà, c'est ce que je voulais. Je crois pas du tout qu'on avait dit le contraire. Pas du tout. Vous parlez d'une grande campagne, évidemment, on y réfléchit. Mais quand les parents, effectivement, ne lisent pas ou n'ont pas de livre à la maison. Sur la culpabilisation aussi. Ou n'ont pas le temps, tout simplement, de lire, vous faites quoi en fait ? Alors, si la question, c'est ce qu'il faut avoir des parents éduqués qui... Non, c'est pas ça la question. Si vous faites quoi, vous ? Alors, il y a les toujours solutions un espace... les solutions que vous proposez il y a toujours... pour qu'on soit dans un monde idéal où on a une transmission familiale du goût de la lecture, des enfants qui grandissent avec ce plaisir. Et du coup, l'école d'ailleurs qui s'inscrit dans un relais essentiel. Alors, on comprend bien que tous les parents ont pas plus, il y en a qui ont plus de temps que d'autres, etc. Il y a toujours un espace de liberté parentale. Et encore une fois, on peut se pencher sur les opinions, on peut aller voir les études. Les études montrent que, y compris les parents, y compris les parents isolés, voilà, quand on leur donne ces informations, ce sont des parents. Voilà, quand on comprend bien qu'un parent isolé il rentre chez lui le soir tout seul. Il faut faire la vaisselle, il faut faire la cuisine, il faut faire les paperasses, il faut tout faire. Donc c'est difficile, mais il reste quand même un espace d'interaction. Et on peut optimiser cet espace. Après, peut-être que justement l'école, l'extrascolaire, et peut-être que il faut à un moment donné aussi que la société puisse sur ce développement, une fois qu'on a fait le constat qu'il fallait que ce soit en petits groupes, que c'était important pour le développement, se substituer notamment pour ces parents-là. Voilà, personne ne nie que c'est difficile, mais ces parents-là, c'est pas les culpabiliser que de leur dire ces choses-là. Après, voilà, il y a des faits, chacun les interprète et les comprend comme il peut, mais je pense que les choses se passent mieux quand on informe les gens et que c'est pas pour dire qu'il y a des bons ou des mauvais parents.
Voilà, c'est On a- juste pour dire que ça se passe par la famille. On nous dit que sur les inégalités sociales, on est très mauvais dans la réduction des inégalités sociales en France. C'est absolument vrai. On est très, très, très mauvais. C'est-à-dire que si vous prenez les études PISA, entre les 25% de familles les plus favorisées, et les 25%, c'est des gamins de 13 ans, et les 25% les moins favorisés, on est à 5 ans et demi d'écart d'acquis scolaire. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont à un niveau 3e et les autres, ils sont à un niveau milieu de primaire. C'est colossal. Mais ce qu'on nous dit jamais, c'est qu'aucun pays sur la planète ne fait beaucoup mieux que nous. C'est-à-dire que la moyenne de l'OCDE, c'est 4 ans et demi. Je veux bien que ce soit mieux que 5 ans et demi, mais c'est quand même 4 ans et demi. La Norvège, qui est l'un des pays les plus vertueux, c'est 4 ans. Donc 4 ans, c'est mieux que 5 ans et demi. Mais 4 ans, ça laisse quand même une différence colossale entre les enfants plus et moins favorisés. Donc soit l'État est sérieux et à un moment donné, il attaque le problème et il met en place pour ces enfants-là des procédures particulières, soit on arrête de nous faire croire et de mettre le poids sur l'école, parce qu'on peut dire qu'on culpabilise la famille, mais on culpabilise aussi l'école. L'école, dans ces cas-là, l'enfant, quand il arrive à 3 ans, il a déjà construit, à l'école, il a déjà construit énormément de choses, et ces choses ne peuvent pas passer par l'école. Je vous redonne la parole, Clémentine, parce que je crois que là, on voit bien où est le débat, mais il y a un point que vous expliquez très bien dans votre essai, c'est qu'il y a deux points de vue. Un point de vue un petit peu élitiste qui dit, grosso modo, il faut lire Les Fleurs du Mal, Proust ou rien. Et il faut se former à ça, et c'est ça la lecture. Et un point de vue un peu, je ne sais pas comment l'appeler, peut-être optimiste, qui dit quoi qu'on lise, c'est bien. Et vous essayez de dire que ces deux points de vue sont peut-être un tout petit peu exagérés, qu'il n'y a pas que Proust, et que le fait de lire tout et n'importe quoi ne vous rend pas plus intelligent non plus, et j'ai été intéressé par l'équilibre que vous essayez de trouver entre ces deux points de vue qu'on remarque depuis des années, quoi. Ouais. Enfin, moi, je parle pas spécialement d'intelligence, plutôt d'esthétique. Mais enfin, oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire. J'ai jamais dit le contraire, en fait. D'ailleurs, vous ne faites que me réexpliquer votre livre que j'ai lu, alors que l'inverse n'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de ces deux discours séparés, c'est qu'en fait, c'est des discours sur le plaisir. C'est-à-dire que dans un des cas, on dit... Et en effet, on ne peut pas lire Proust à 20 ans en n'ayant rien lu avant. Ce n'est pas possible, exactement pour la raison que je disais tout à l'heure et que j'expliquais. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a 100 livres qu'il faut absolument avoir lus, et c'est ça où tu auras le bon plaisir que tu es censé avoir si tu es un bon lecteur. Mais comment on y accède? Et deuxièmement, c'est vraiment pas forcément le cas. On sait très bien comme la formation du canon est aussi politiquement hyper problématique. Enfin, je veux dire, c'est aussi un canon extrêmement blanc, extrêmement occidental, extrêmement masculin, etc. Et de l'autre côté, il y a le discours complètement relativiste. Moi, je l'appellerais relativiste, mais qui est en même temps très bienveillant. Et en fait, j'ai énormément d'empathie pour ce discours, et je l'entends beaucoup parmi les bibliothécaires, les professeurs, etc. que je rencontre. C'est du moment qu'ils lisent finalement. Quoi qu'ils lisent, du moment qu'ils lisent. Et ça m'embête aussi, ce genre de discours, parce que déjà, il n'est pas politiquement neutre non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on abandonne la politique réactionnaire du canon et des classiques pour aller vers une politique en fait très, très néolibérale, tout simplement, parce que qu'est-ce qui est les choses qu'ils lisent le plus quand on lit des choses qui sont, par exemple, écrites avec un style qu'on dirait transparent, c'est-à-dire qu'on peut pénétrer directement dans une histoire. Il y a un côté cinématographique, il y a une addiction, il y a un côté sériel. Ça s'aligne très bien, et je disais tout à l'heure, et Régine Atchondo aussi, avec une forme de consommation qui est aussi qui est globalisée et qui est donc américanisée de plein de manières. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme chemin au milieu? Et pour moi, ce chemin du milieu, c'est vraiment celui de l'exigence dans les plaisirs. Parce que l'exigence, elle est vraiment très importante, en fait. L'exigence, c'est pas forcément un effort. En fait, ce qui est intéressant quand on cultive notre plaisir de lire pour aller vers des plaisirs de plus en plus variés, sophistiqués, etc. Et on l'a tous, je pense, dans cet auditoire expérimenté, on arrive graduellement à ne plus trouver gratifiant ces textes qui sont d'une certaine manière trop simplistes dans les affects qu'ils nous donnent. On arrive en fait à ne plus les aimer et graduellement à trouver de plus en plus intéressants, de plus en plus gratifiants des textes plus complexes qui nous apportent des plaisirs plus sophistiqués, qui ne vont pas nous donner une morale claire à la fin, par exemple. Ça, c'est vraiment un truc très spécifique que j'observe dans les classes de collège, de lycée que je rencontre. Le côté de la fin très nette qui noue tous les petits nœuds ensemble, en fait, c'est aimer ce genre de fin, c'est un plaisir possible. Et au début, pour les enfants et les ados, c'est très compliqué en fait
d'accepter des fins ouvertes, par exemple. Les narrateurs non fiables, c'est un autre exemple de quelque chose qu'on ne développe pas miraculeusement à l'âge de 12 ans, la capacité d'apprécier la narration non fiable. Cette capacité-là, elle peut être cultivée très très tôt. Il y a plein d'albums qui sont merveilleux dans la narration non fiable, notamment des albums de contes renversés. Ça tend à se perdre un peu avec la littérature junior, tout simplement parce que c'est une littérature qui apprend à lire et à décoder. Donc on n'ajoute pas en général des complexités narratives, mais cultiver ce goût pour la narration non fiable, par exemple, pour moi, ça me semble être une manière de cultiver des plaisirs de lecture qui sont exigeants et complexes. Pareil pour ne pas toujours avoir des fins merveilleusement nettes, on va dire. Il y a tout un tas d'ambiguïtés en fait dans les procédés littéraires qu'on peut continuer à cultiver, dont l'appréciation peut être cultivée au fil du temps, qui fait que on finit par trouver des plaisirs et justement une curiosité intellectuelle et une curiosité de lecture qui n'est ni seulement canonique, ni fixée sur des livres qui sont quand même, qui peuvent être assez simplistes dans leur procédé littéraire, comme dans les plaisirs qu'ils apportent. On a parlé de lancer une campagne nationale en faveur de la lecture. Grande cause nationale, c'est d'ailleurs le sujet de notre débat. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que, évidemment, je pense que tout le monde a en tête l'exemple chinois où on a décidé que ce serait mieux que les ados passent moins de temps devant leurs écrans, c'est-à-dire que de manière assez drastique. Puis je crois qu'on est à 1 ou 2 heures par semaine. J'ai lu aussi des choses très intéressantes qui disaient que c'est bien gentil d'expliquer aux ados que ceci, que cela, mais que tant que les parents auront le nez dans leur téléphone, il y a quand même peu de chances que les ados fassent différemment. Bref, qu'est-ce qu'on fait, où on va? Et je ne sais pas si vous avez toutes les réponses, mais en tout cas, je vous pose la question. Alors, c'est pas à mon échelle que ça se décidera. Je sais bien, mais bon, on peut débattre. C'est à l'échelle de l'État, de nos ministres. Si on me demande mon avis personnel, je ferai des campagnes massives et je les ferai de manière très régulière, premièrement. Mais, pas sous l'angle de la culpabilité, mais sous l'angle de donner envie aux parents de lire. Je sensibiliserai évidemment sur le fait que les adultes, au-delà des parents, qui sont autour des enfants, ne peuvent pas être rivés non plus sur leur portable en permanence, car d'abord, dans l'étude, ils disent qu'ils voient leurs parents tout le temps sur les écrans, et ça pose un problème. Il y a même des écoles où lorsque des psychologues interrogent les enfants sur est-ce que vous allez bien, dans les écoles primaires, les enfants disent « je me sens seul, car mes parents sont tout le temps sur leur écran ». Donc ça, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut arriver à développer. J'ai écouté Alain Damasio hier, qui est sur France Inter, qui était invité pour le dernier ouvrage qui sort. Il était absolument formidable. Je buvais ses paroles et il parlait de cet objet en disant que c'est probablement l'objet qu'on aurait le plus caressé de notre vie. Il parlait du prolongement effectivement de notre corps par cet objet, du fait que c'était la première chose qu'on ouvrait quand on se réveillait dans notre lit. Le dernier objet qu'on éteignait quand on se couchait, et encore quand on l'éteint, et cette espèce de lien qui est presque celui d'un doudou. Mais un doudou que moi je pense au-delà du champ entier qu'il ouvre sur les connaissances du monde entier et cette utopie dont on s'était dit c'est merveilleux, on aura tout en un clic à disposition, au fond se transforme pour beaucoup d'entre nous dans une sorte effectivement d'univers extrêmement fermé qui reproduit des frontières et qui nous montre juste ce qu'on aurait envie en fait de voir sans en avoir véritablement envie et sans se rendre compte du temps que ça nous prend et de la pollution que ça crée. Donc, si vous me demandez mon avis, moi je trouve que la Chine a eu totalement raison. C'est peut-être le seul domaine où je trouve que la Chine est enviable. En ce qui me concerne, je pense que on laisse d'une certaine manière, on accepte d'une certaine manière la mort cérébrale d'une grande partie de notre jeunesse. Voilà. Donc moi, oui, je pense que, et ça ne veut pas dire du tout créer des fractures numériques, parce qu'il est évident qu'à partir de l'âge de 14, 15 ou 16 ans, quand les jeunes seraient amenés à reprendre contact avec ces objets, je pense que ça ira très vite, ça sera très naturel comme appropriation de l'objet. Mais je pense qu'il faut laisser beaucoup d'années,
paisible. Il faut savoir laisser un enfant s'ennuyer. Le laisser colorier, c'est pas lire, mais c'est hyper important. Le laisser construire des jeux, le laisser parler avec ses parents, le laisser découvrir tout doucement la lecture, à travers la lecture à voix haute des parents, les 5 minutes avant de s'endormir, ou toute forme. Je pense que le quart d'heure de lecture dans les établissements scolaires où il se passe donne de très bons résultats. Les enseignants disent que ça modifie littéralement le rapport des enfants à la lecture en 3 mois. Parce que parce qu'ils choisissent leurs livres, ils ne sont pas évalués, c'est un temps calme, ils finissent par avoir envie de parler de leur coup de cœur, de se prêter les livres, et ça crée plein de choses, à la fois le plaisir solitaire, le temps calme de la classe, et le fait qu'ils aiment ensuite se prêter les livres qu'ils ont lus et qu'ils ont aimés. Et c'est un quart d'heure par jour. Donc voilà, c'est multifactoriel, il y a 1000 choses à inventer, mais je pense qu'on n'arrivera à rien s'il n'y a pas à un moment une régulation pour les enfants de l'accès au smartphone et au portable. Michel Demurger, assez rapidement, parce qu'il va falloir qu'on conclue, quelle est pour vous la clé pour faire évoluer les choses dans le bon sens? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit prendre les choses en main? Est-ce que c'est chacun d'entre nous? Est-ce que c'est malheureusement les deux? C'est les deux, oui. Oui, c'est forcément les deux. Je crois que des campagnes d'information, et encore une fois, les études le montrent, quand on informe les parents, les effets sont très très positifs. Il y a juste une étude, par exemple, le mot est horrible, ils appellent ça coaching parental. Ils ont pris des parents pendant la première année et ils leur ont dit, bah voilà, il faut lire au gamin, il faut lui parler beaucoup, c'est important, son cerveau il est plastique, le langage c'est fondamental, lisez-lui des histoires. Et ils sont revenus quand les gamins avaient 24 mois et c'est quasiment 50% de vocabulaire, de développement langagier en plus. Donc c'est des choses qui ne sont pas négligeables du tout. Donc il faut informer les parents des impacts et de l'importance que ça a, parce que je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer le plaisir et l'utilité. Comment dire, le plaisir, c'est la chose qu'a trouvé l'évolution biologique pour marquer l'utilité. C'est-à-dire que quand l'évolution, quand le système évolutif a jugé qu'on faisait quelque chose d'utile à la survie, eh ben, il l'a marqué à travers l'activation du système de récompense qui est un système de plaisir. Voilà, le plaisir, c'est un moyen de stabiliser un certain nombre de comportements. Donc le plaisir et l'utilité ne s'opposent pas. Il faut évidemment le plaisir. Et puis surtout, il faut une vraie volonté. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est bien tous conscients qu'à un moment donné, voilà, on peut dire aux enfants, aux parents d'enfants de milieux défavorisés, aux parents qui ont des difficultés avec la lecture, il faut lire. Mais au bout d'un moment, bah, effectivement, ces parents-là, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal à s'ils lisent pas. Dès que l'enfant a jusqu'à 2-3 ans, ça peut aller, mais après c'est compliqué. Donc il faut vraiment qu'il y ait des programmes de substitution vraiment spécifiquement pour ces enfants, mais pas juste du saupoudrage. Il faut vraiment confronter les enfants à la lecture, des programmes extrascolaires dans les bibliothèques, voilà, dans les je sais pas, dans les librairies, dans les MJC, à l'école. Il y a des programmes à l'école comme Faites-les lire, où on sort un certain nombre de, voilà, si on peut prendre par exemple des étudiants. Je suis pas dans les classes, mais les instituteurs semblent dire que on peut sortir 4-5 gamins, donc on peut embaucher, voilà, quelques étudiants pour lire aux gamins par groupe de 2, 3 ou 4, en focalisant sur les enfants en difficulté. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement utile, pardon, mais effectivement, bah voilà, ça a un coût. Et ce que je voudrais dire au niveau du coût, c'est que le coût, il est immédiat, mais il y a plein d'études, notamment de Ekman, qui est économiste, qui montrent que quand on fait cet effort-là, chaque euro investi est récupéré derrière par un facteur qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, parce qu'on récupère en termes de développement, de remédiation, de redoublement, de difficultés, d'échecs scolaires. Et chaque euro qui va être investi sur ce développement-là, alors évidemment, celui qui va investir les euros, c'est pas celui qui va récupérer les cacahuètes dans 10 ans, mais le problème est qu'on sait maintenant que si on investit massivement là, mais il faut investir massivement, pas de le saupoudrage, ça marchera pas. C'est-à-dire que si c'est diminuer les classes par 2, c'est bien, mais avec 15 gamins, toutes les études montrent qu'on s'en sort pas, donc il faut un effort je vous coupe parce qu'on va devoir, mais je crois qu'on a bien compris, chaque euro investi là-dedans, je crois que c'est important de conclure là-dessus. Et Clémentine Beauvais, bah, c'est vous qui avez eu peut-être un peu moins la parole. Je vais vous demander donc une forme de conclusion, et peut-être que c'est intéressant, vous qui avez travaillé en France, en Angleterre, de réfléchir à finalement
quelles sont ces différences et puis si vous êtes pour la solution à la chinoise, vous pouvez le dire aussi. Hein, il n'y a pas de censure contre la Chine. C'est ce que j'allais dire. Un truc que je voulais dire, et Michel Desmurgel l'a mentionné, mais le fait de faire lire les enfants indépendamment à l'école, alors c'est vrai qu'on peut investir pour qu'il y ait des étudiants qui viennent le faire, mais en fait les enfants ils aiment beaucoup être responsabilisés. Moi j'ai remarqué beaucoup quand on va dans des classes de primaire, je fais beaucoup d'ateliers de traduction littéraire, et qu'on demande à des CM2 de traduire avec des CP par exemple, et ils sont en groupe, ils sont hyper responsabilisés, donc il y a aussi l'option de dire à des CM2 qui sont des bons lecteurs, en fait on vous retire de votre classe à 1 heure par semaine ou à, je sais pas, une demi-heure par semaine, et vous allez lire à un petit CP indépendamment. Il y a plein de manières en fait de faire des choses comme ça dans les cités scolaires où il y a des collèges, des lycées et des écoles primaires ensemble. On peut faire ça avec des lycéens et des enfants de primaire. En fait ça permet aussi de créer une intergénérationnalité qui ne coûte rien, car nous exploitons ainsi les enfants, ce qui est très très bien vu. Donc il y a ça, ce qui est très utile. En Angleterre, un truc que je mentionnerais quand même, c'est le fameux World Book Day. Donc il y a quelques semaines, j'ai amené mes 2 petits garçons déguisés en loup pour mon petit de 1 an et en petit chaperon rouge pour mon petit de 3 ans. Et toute l'école est habillée. Ce jour-là, ils ont le droit de ne pas mettre leur uniforme et de s'habiller en personnage littéraire. Il y a plein d'activités pendant toute la semaine dans World Book Week autour de ça. Ils peuvent s'habiller en personnage littéraire, il y a des auteurs qui viennent, il y a énormément de choses. L'Angleterre, c'est pas forcément un modèle à suivre pour la lecture. Par contre, c'est un modèle pour la lecture à voix haute. Alors vraiment, en Angleterre, les gens, ils lisent à leurs enfants jusqu'à très tard en plus. Enfin moi ce qui me frappe avec les gens que je connais en Angleterre qui ont des enfants, des ados, c'est qu'ils ont continué à leur lire jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est un pays qui a une culture de la littérature jeunesse. Je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je fais un appel à toute personne qui se situerait dans cette place. Est-ce que la France va nous mettre Astérix, Le Petit Prince, etc., dans la cérémonie d'ouverture? Parce qu'en Angleterre, c'était pratiquement que de la littérature jeunesse. C'est pas forcément un modèle, mais n'empêche que pour la question du plaisir de lire, ils sont assez forts, et il y a peut-être des idées à prendre là-dessus. Écoutez, merci. Je suis très content que vous concluiez avec des choses positives, et je crois qu'on a là plusieurs idées de campagne, de restreindre un peu, on va dire, pour ne pas interdire l'usage des portables, de faire lire des étudiants, de faire lire des élèves à des élèves plus jeunes, et de traduire et de travailler ensemble. Voilà, j'espère que l'année prochaine, on pourra faire le même débat, mais sur les pistes pour améliorer la lecture chez les jeunes, et pas sur les chiffres qui sont un petit peu moins bons. Voilà, je vous remercie d'être venu, et merci. Et je n'ai pas gardé de temps pour les questions, mais j'espère qu'on a à peu près fait un panorama complet des questions que vous vous posiez, et j'en suis désolé. Merci. Avec audience, on peut avoir une...